La guerre continue parce que le siège est toujours en place. Et un siège, c'est un acte de guerre. C'est un siège par la faim. Son objectif, c'est d'empêcher les Iraniens d'avoir accès à la nourriture et aux médicaments. Il veut affamer le peuple iranien pour le forcer à se soumettre. À Téhéran, on est convaincu qu'une attaque peut survenir à tout moment, n'importe quel jour. Peut-être même cette nuit. Peut-être demain matin. Bienvenue à World Affairs in Context. Bonjour à toutes et à tous, je suis Lena Petrova et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir à nouveau dans l'émission le docteur Mohammad Marandi. Le professeur Marandi est universitaire et commentateur politique basé à Téhéran. Professeur Marandi, ravi de vous retrouver dans l'émission. C'est toujours un plaisir de vous voir. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'est toujours un vrai plaisir d'être dans votre émission. Commençons par les développements les plus récents. D'après les agences iraniennes Fars et Tasnim, l'Iran a transmis à son médiateur, le Pakistan, une réponse en 14 points pour mettre fin à la guerre. L'administration Trump présente bien sûr l'Iran comme étant totalement en plein chaos sur le plan de son processus de décision politique. Professeur Marandi, pouvez-vous nous expliquer quelle est aujourd'hui la voie diplomatique suivie par l'Iran? À quel niveau de cette démarche menée? Bien sûr. Je veux dire, si Trump ou n'importe qui d'autre avait été sincère, il lui suffisait de regarder la Constitution qui est disponible en ligne, la Constitution iranienne, et il verrait que le processus de décision en Iran est très clair, surtout sur les questions stratégiques. Évidemment, les Iraniens ont 3 pouvoirs, et ils ont aussi les forces armées. Mais pour ce type de sujet, c'est le Conseil suprême de sécurité nationale qui est compétent. Le président en est le chef. Il y a un président de séance, choisi conjointement par le président et le guide. Le guide a 2 représentants. Les chefs des 3 pouvoirs en sont membres, et les forces armées, ainsi que les ministres concernés par la question discutée, participent aussi. Dans le cas des États-Unis, le ministre des Affaires étrangères fait partie du Conseil. Donc le Conseil, quoi qu'il décide, et à condition d'avoir l'accord du dirigeant, c'est la décision finale. Et ils ont choisi le président du Parlement, le Dr Ghalibaf, comme négociateur, la personne chargée de discuter avec les États-Unis. Il n'y a donc pas d'ambiguïté, pas de désordre, pas de division. Quand on dit qu'il y a des luttes internes, il n'y en a pas. Évidemment, il existe différentes voies en Iran, et je suis sûr que certains responsables de la sécurité ont des points de vue différents. Des responsables militaires ont aussi des opinions divergentes. Des diplomates et des politiciens ont eux aussi des positions qui ne sont pas toujours les mêmes. Mais au final, le processus de décision dans le pays est clair. Dr Ghalibaf, quoi qu'il décide, tant qu'il a le soutien du Conseil suprême de sécurité nationale et du guide, c'est définitif. Et on l'a bien vu à Islamabad. Quand le Dr Ghalibaf s'y est rendu, il a eu des consultations avec le guide et avec d'autres responsables. Ensuite, il avait toute autorité. Pendant les négociations, il n'a même pas appelé Téhéran une seule fois. Mais Vance, lui, qui était entouré de 2 agents israéliens, Kushner et Witkoff, a passé 11 ou 12 coups de fil. Donc évidemment, c'est lui qui n'avait pas l'autorité. Et bien sûr, on a vu tous ces gens écartés, tous ces généraux démis de leurs fonctions. Plus récemment, le secrétaire à la guerre a été remplacé et Joe Kent a démissionné. Alors, si on compare la situation en Iran, où rien de tout cela ne s'est produit, à celle des États-Unis, on voit bien que si l'on devait imaginer qu'un des 2 camps est en plein chaos, ce ne serait certainement pas le camp iranien.
Quelle est votre compréhension de la nouvelle proposition en 14 points et en quoi est-elle différente des lignes rouges et du cadre précédemment communiqué que l'Iran avait transmis au Pakistan pour qu'il soit ensuite relayé à l'administration Trump? Je ne connais pas, évidemment, les détails de ce plan en 14 points, puisqu'il n'a pas été rendu public. Mais il n'est pas très différent de ce qu'on a déjà vu auparavant. Les fondamentaux restent les mêmes. Ce qui s'est passé, c'est que lorsque les États-Unis et le régime israélien ont lancé la guerre, Trump a immédiatement exigé une reddition sans condition. Il avait déjà fait la même chose pendant la guerre de 12 jours, vous vous en souvenez sûrement. Au début de cette guerre, la guerre du Ramadan, la guerre de 39 jours, il a répété « reddition sans condition ». L'Iran l'a ignoré. Et au bout de 10 jours, quand les choses ne se passaient pas bien, il est devenu évident qu'il n'obtenait pas les résultats que Trump et Netanyahou espéraient. Trump a commencé à envoyer des messages, mais l'Iran les a ignorés, parce que Téhéran voulait que la guerre dure plus longtemps, pour punir les États-Unis. L'idée, c'était que plus tard, plus personne n'oserait attaquer l'Iran. Alors après une dizaine de jours, Trump a recommencé à envoyer des messages. L'Iran les a ignorés jusqu'au 30e jour, à peu près, je ne me souviens plus exactement, quand les États-Unis ont envoyé un plan en 15 points, que l'Iran a rejeté. L'Iran a dit que ce plan allait à l'encontre de sa constitution. Ensuite, l'Iran a proposé son propre plan en 10 points et Trump l'a accepté comme base de négociation. Donc, sur cette base-là, l'Iran est allé négocier. Mais bien sûr, plus tard, l'équipe de Trump a déclaré que non, ce n'était pas ça, et qu'il ne mènerait pas les négociations sur cette base. On l'a jeté à la poubelle. Mais ça, c'est inacceptable pour l'Iran. Trump, lui, l'a accepté. Il l'a même annoncé publiquement sur Truth Social. Alors ensuite, à Islamabad, les États-Unis ont continué d'insister, c'est-à-dire Vance et ses 2 contacts israéliens qui s'occupaient de lui. Ils parlaient sans arrêt du programme nucléaire. Et les Iraniens ont répondu, « Nous ne sommes pas là pour parler du programme nucléaire. Nous sommes là pour parler de la paix. Nous sommes là pour parler de la guerre. Vous avez mené la guerre contre notre pays et c'est de ça qu'on va discuter. » Donc les Iraniens n'ont pas réagi à ce sujet. Et si vous vous souvenez, à ce moment-là, les médias occidentaux disaient que l'Iran avait accepté, je ne sais plus, d'arrêter l'enrichissement nucléaire pendant 5 ans. Je ne me rappelle plus exactement ce que c'était. Et puis les Américains ont dit non, 20 ans, ou de façon permanente. L'Iran, lui, n'a rien dit. Il n'a même pas parlé du programme nucléaire. Donc ce que les Iraniens disent maintenant, c'est « Écoutez, si vous voulez renégocier avec nous, il faut d'abord appliquer le cessez-le-feu. » Parce qu'avant Islamabad, ils s'étaient mis d'accord sur un cessez-le-feu. Il devait y avoir une trêve dans toute la région. Et ensuite, pour faire échouer ce cessez-le-feu, Netanyahou a commencé à bombarder massivement le Liban, massacrant un grand nombre d'innocents, juste pour empêcher la trêve. Franchement, les monstres que l'Occident soutient et met en avant, c'est incroyable. Alors les Iraniens ont dit non, nous n'allons pas remplir nos obligations tant que vous ne respecterez pas les vôtres. Et ça, c'était une partie de l'accord. Trump a dit non, non, ce n'était pas le cas. Mais les Pakistanais ont dit que si. Alors l'Iran a répondu. Qu'est-ce que l'Iran était censé faire? L'Iran devait autoriser davantage de navires à quitter le détroit d'Ormuz, conformément à l'accord de cessez-le-feu. Le détroit d'Ormuz n'a jamais été complètement fermé, mais il l'était pour les régimes du Golfe Persique, qui aidaient les Américains à attaquer l'Iran. L'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats, Bahreïn, le Koweït. En revanche, les navires irakiens n'avaient aucun problème. Les navires russes, chinois, iraniens, ceux qui ne participaient pas à la guerre, pouvaient circuler librement.
Mais l'Iran devait autoriser, conformément à l'accord de cessez-le-feu conclu avec Trump, davantage de navires à passer. Mais Netanyahou a saboté le cessez-le-feu. En gros, il a empêché les navires de quitter le détroit d'Ormuz pendant 10 jours. Ensuite, comme l'Iran a déclaré qu'il tiendrait bon tant que Netanyahou n'appliquerait pas le cessez-le-feu, ils ont refusé de laisser passer des navires supplémentaires. Et là, Trump, au lieu de forcer Netanyahou à prendre position, a imposé un blocus sur les ports iraniens. Mais les Iraniens n'ont pas cédé. Du coup, la pression est retombée sur Netanyahou et il a fini par accepter le cessez-le-feu. Bien sûr, aujourd'hui, il le viole et tue des dizaines de personnes chaque jour, pendant que les médias occidentaux se taisent. Mais à ce moment-là, il avait accepté. Alors, les Iraniens ont annoncé que le détroit d'Ormuz serait désormais ouvert, ou du moins ouvert à davantage de navires, conformément à l'accord de cessez-le-feu. Et qu'a dit Trump? Il a répondu « Très bien, mais je vais maintenir mon blocus sur les ports iraniens. » Les Iraniens ont répliqué « Non, ça viole l'accord. Si vous faites ça, alors nous n'autoriserons pas ces navires à passer. » Résultat, le détroit d'Ormuz est resté fermé à ces navires. Et maintenant, à cause du blocus imposé par Trump, encore moins de navires qu'avant traversent le détroit. Très peu de navires y passent aujourd'hui. Les Iraniens disent donc que pour avancer, il faut d'abord respecter cet accord de cessez-le-feu sur lequel nous nous sommes mis d'accord. Ça doit être mis en œuvre. Pourquoi est-ce si important pour l'Iran? D'abord, parce qu'il massacre des civils libanais tous les jours. Et vous savez, je suis sûr que les élites occidentales s'en réjouissent. Mais aussi, ils ont maintenant imposé un blocus sur les ports iraniens. Pourquoi l'Iran laisserait-il passer ses navires si ses propres ports sont bloqués? Donc les Iraniens disent, d'abord, il faut appliquer l'accord de cessez-le-feu. Ensuite, on pourra discuter du plan en 10 points et chercher une solution. Et après seulement, on pourra commencer à parler du programme nucléaire. En gros, ils disent aux Américains, ne mettez pas le programme nucléaire en tête de liste. On ne fera pas comme ça. Ce n'était pas ce qu'on avait convenu. En ce qui concerne le Liban, je trouve très intéressant de me rappeler que l'Iran avait déclaré que le cessez-le-feu devait s'appliquer à toute la région. Et bien sûr, cela inclut le Liban et Gaza. On sait que ce n'est pas ce qui s'est passé ensuite et qu'Israël continue de bombarder le sud du Liban. Mais évidemment, ils le font sous prétexte de combattre le Hezbollah. C'est comme ça que je le comprends. Alors, professeur Marandi, comment voyez-vous l'évolution du cessez-le-feu? Le cadre est déjà très fragile. On peut même dire qu'il n'a pas vraiment fonctionné puisqu'il n'y a pas de cessez-le-feu dans le sud du Liban. Mais pourriez-vous nous parler de la question libanaise dans le contexte plus large du processus de négociation entre les États-Unis et l'Iran ou d'un éventuel accord qui pourrait à terme conduire à la paix? Eh bien, le régime israélien est en train de mener un nettoyage ethnique dans le sud du Liban, et il ment à propos du Hezbollah. Il lance une guerre pour essayer de prendre le contrôle du sud du pays, sans aucune intention de se retirer. Il rase toutes les villes, les bourgs et les villages du sud. Apparemment, même le New York Times l'a reconnu maintenant. Ils détruisent tout dans cette région, surtout au sud du fleuve Litani, qu'ils aplatissent complètement pour empêcher les habitants d'y retourner. C'est en gros la même chose qu'ils ont fait à Gaza. Ils ont bombardé sans relâche, jour après jour. Chaque jour, des dizaines de personnes sont tuées. C'est une répétition de Gaza. Mais bien sûr, les médias occidentaux cachent tout cela à leur public, parce qu'ils ne veulent pas raviver l'hostilité envers le régime israélien. Celle-là même qui avait poussé des gens à descendre dans la rue lors des manifestations contre le génocide que nous avons vu l'an dernier et qui prenait de l'ampleur jour après jour.
Et puis, bien sûr, Trump, quand il a imposé ce faux cessez-le-feu à Gaza, eh bien malheureusement, cette dynamique s'est effondrée. Aujourd'hui, les médias occidentaux essaient de détourner l'attention en faisant croire que tout ça concerne le Hezbollah. Mais quiconque regarde les images qui viennent du Liban peut voir que les Israéliens entrent dans les villes et détruisent tous les bâtiments. Ils placent de la TNT dans tous les appartements, puis ils les font exploser tous en même temps. Ils font ça, ville après ville. Donc ça n'a rien à voir avec le Hezbollah. Il s'agit de détruire la vie de tous ceux qui vivent dans le sud pour qu'ils partent et ne reviennent jamais, afin que les Israéliens puissent intégrer cette zone dans le projet du Grand Israël. Ils veulent s'étendre encore et encore. Et comme l'a dit l'ambassadeur des États-Unis auprès du régime israélien dans son entretien avec Tucker Carlson, il a déclaré que si le régime israélien prenait le contrôle de toute la région, ce serait très bien. En gros, c'est la politique américaine. La politique américaine non officielle consiste à aider le régime israélien à poursuivre le projet du Grand Israël. Pour les Iraniens, c'est inacceptable. Ils disent qu'ils n'accepteront pas le massacre du peuple libanais, qu'ils n'accepteront pas leur nettoyage ethnique et qu'ils ne permettront pas au régime israélien de rester dans le sud du Liban. Donc, tant que le cessez-le-feu n'est pas pleinement appliqué, l'Iran dit qu'il ne mettra pas en œuvre sa part de l'accord. Et cela fait déjà un bon moment que ça dure. Je veux dire, c'est vous l'expert en économie, et je ne veux pas entrer dans les détails sur ces questions parce que vous avez des discussions plus précises, plus efficaces et plus crédibles avec des gens qui en savent davantage. Mais ces dernières semaines, depuis le cessez-le-feu, depuis la fin des combats, on aurait pu avoir des navires transportant du carburant, du gaz naturel, liquéfié et d'autres produits vers les marchés du monde entier, depuis la région du Golfe Persique. Mais Netanyahou a bloqué tout ça parce qu'il voulait que le cessez-le-feu échoue. Et ensuite, Trump a contribué à faire échouer l'accord en imposant un blocus sur les ports iraniens. Mais l'Iran insiste. Tant que l'accord de cessez-le-feu ne sera pas appliqué, c'est-à-dire tant que le blocus ne sera pas levé et que l'assaut meurtrier contre le peuple libanais ne sera pas arrêté, l'Iran ne bougera pas. Pendant le cessez-le-feu, on a vu les États-Unis déplacer des moyens militaires vers le Moyen-Orient. Plusieurs données de radars de vol ont montré des mouvements importants de matériel américain. Clairement, les États-Unis se sont réarmés et, d'une certaine façon, se sont préparés pour une nouvelle phase. Et on peut dire que l'Iran a fait la même chose. L'Iran, lui, n'est clairement pas en vacances, mais, comme vous l'aviez souligné, je crois, lors de notre précédente conversation, vous disiez que l'Iran profitait aussi de ce temps pour se réarmer. Donc, le cessez-le-feu reste très fragile. Et malgré ces mouvements d'actifs américains, pendant le cessez-le-feu du 1er mai, Donald Trump a envoyé une lettre au Congrès indiquant que les hostilités avec l'Iran, selon les termes de la Maison-Blanche, étaient terminées. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il mise désormais entièrement sur une stratégie de strangulation économique de l'Iran? Ou bien est-ce plutôt une occasion de relancer, en quelque sorte, la guerre, mais sur des bases complètement différentes, qui profiteraient à Washington? Oui, je sais que tu connais la réponse à cette question. En gros, c'est qui veut dire que non, le Congrès ne peut rien faire. Il dit « J'ai arrêté cette guerre, et maintenant il va en commencer une autre, pour que la nouvelle n'ait rien à voir avec l'ancienne. » Et bien sûr, la guerre continue, parce que le blocus est toujours en place, et un blocus, c'est un acte de guerre. C'est un blocus par la faim. Son objectif, c'est d'empêcher les Iraniens d'avoir accès à la nourriture et aux médicaments. Il veut affamer le peuple iranien pour le mettre à genoux, un peu comme il le fait avec Cuba, comme il l'a fait avec le Venezuela, et d'autres, la Syrie.
On affame les gens, on les met à genoux, et ensuite on obtient ce qu'on veut. C'est comme ça que fonctionnent les États-Unis. Et c'est comme ça que Trump en particulier fonctionne. Ça ne marchera pas. Bien sûr, ça rendra la vie plus difficile pour les Iraniens, mais ça ne mènera pas au résultat que Trump espère. En tout cas, ce qu'il veut, c'est simplement dire « non, cette guerre est terminée ». Et maintenant, si j'attaque à nouveau l'Iran, ce sera sous un autre prétexte. À Téhéran, on pense qu'une attaque peut survenir à tout moment, n'importe quel jour. Peut-être ce soir, peut-être demain matin. On n'en sait rien. Comme la dernière fois qu'on s'est parlé, très probablement, je ne me souviens plus exactement de ce que j'avais dit, mais sans doute qu'à ce moment-là, on était déjà dans une situation similaire. On n'avait aucune idée de ce que l'avenir nous réservait. Ce que je peux dire, c'est que plus cette situation dure, la situation en général, plus ce sera mauvais pour l'économie mondiale. Je pense qu'on se dirige vers une récession majeure, et si ça continue encore longtemps, il me semble évident qu'on aura une dépression économique mondiale, même sans nouvelle attaque contre l'Iran. D'après ce que j'entends des économistes, si ça dure encore un mois environ, on risque déjà une dépression mondiale. Ce n'est pas que j'ai des connaissances particulières sur ces questions, mais selon ce que disent les économistes, si la situation se prolonge jusqu'à la fin du mois de mai, l'économie mondiale va encore se dégrader. Et si ça continue encore 2 mois de plus, jusqu'en août, certains estiment qu'on entrera alors dans une véritable dépression économique mondiale. Mais si Trump lance une nouvelle attaque et commence à frapper les infrastructures critiques iraniennes, alors l'Iran ripostera en s'en prenant aux infrastructures essentielles des pays membres de cette coalition. Cela inclut bien sûr le régime israélien, ainsi que les 5 pays du Golfe Persique qui accueillent des forces américaines et les soutiennent. Cela signifierait la destruction à long terme de leurs installations pétrolières et gazières, déjà gravement endommagées. Mais cette fois, ce serait bien pire. La crise économique s'aggraverait encore si la violence s'intensifie. Et en plus, si les États-Unis s'en prennent aux centrales électriques iraniennes, comme Trump l'a menacé à plusieurs reprises en disant qu'il allait rayer l'Iran et sa civilisation de la carte, alors les Iraniens seront contraints de faire la même chose. Et on se dirige vers une période de très forte chaleur. Le mois de mai, c'est un mois de transition. Dans 3 ou 4 semaines, il va faire très chaud. En fait, dans moins de 3 ou 4 semaines, il fera très chaud dans la péninsule arabique. Chaud et humide. Et donc, s'il n'y a pas d'électricité de l'autre côté du Golfe Persique, je pense que les troupes américaines vont être très démoralisées. Les installations américaines là-bas ne sont pas dans un environnement idéal, avec tout ce sable, cette humidité et cette chaleur. C'est pareil pour les États. Si ça arrive, les gens devront quitter ces pays parce qu'il fera tellement chaud et humide qu'il sera impossible d'y rester. Ce serait un effondrement. Donc, Trump joue un jeu très dangereux. Mais qui sait, c'est peut-être ce qu'il veut. C'est intéressant parce qu'en gros, la météo va limiter ce que l'armée américaine pourra faire dans les prochaines semaines, comme vous l'avez dit, probablement d'ici un mois environ. Et puis bien sûr, on a vu cette nouvelle publication du président Trump, je crois que c'était le samedi 2 mai. Il a déclaré que la guerre devait continuer à cause de ce que l'Iran a, je cite, fait à l'humanité et au monde depuis 47 ans. Fin de citation. Donc, ça ressemble à un nouvel objectif pour cette guerre. Le programme nucléaire iranien n'est plus vraiment le sujet.
Iran's nuclear program isn't the issue anymore. Now it's historical grievances. Aujourd'hui, on parle de griefs historiques, de faux griefs, de vieux griefs, ce qui, évidemment, ne joue pas en faveur de Trump si on commence à rappeler et à discuter du renversement de Mossadegh en Iran ou plus récemment du bombardement de l'école primaire de Manbij par la coalition américano-israélienne qui a coûté la vie à près de 200 petites filles. Donc, rappeler les actions passées, clairement, ça ne joue pas vraiment en faveur de Trump ici. Mais comment l'Iran interprète-t-il cette déclaration de Trump, surtout en plein milieu de négociations, disons, de négociations officieuses via le Pakistan? Eh bien, la dernière fois que je m'en souviens, je crois que j'ai dit dans votre émission qu'un très bon livre à lire sur l'histoire des relations irano-américaines, c'est Going to Tehran de Flint et Hilary Mann Leverett. Je pense que je l'avais mentionné. Et je crois que toute personne qui lit ce livre comprend très clairement où se situe le problème. Et ce n'est pas du côté de l'Iran. C'est Mossadegh, puis le soutien au Shah et à sa redoutable police secrète. Ensuite, pendant la Révolution, le soutien au Shah et les gens abattus lors du Vendredi noir, qui a été le pire massacre de la Révolution. Le lendemain, Jimmy Carter a appelé le Shah pour lui apporter son plein soutien. Et bien sûr, après la Révolution, les États-Unis ont conspiré pour renverser le gouvernement. Ils ont offert l'asile au Shah, ce qui a conduit à la prise de l'ambassade. Cette prise d'ambassade n'est pas sortie de nulle part. Elle a eu lieu parce que les gens pensaient qu'on allait revivre 1953. Et puis, bien sûr, les États-Unis ont aidé Saddam Hussein à envahir l'Iran. L'Occident lui a fourni des armes chimiques. J'ai moi-même survécu 2 fois à des attaques chimiques. Beaucoup n'ont pas eu cette chance. Mais le fait est que Trump, lui, n'a aucun grief. Et pourtant, ça contredit ce qu'il disait plus tôt quand il affirmait que la guerre était terminée. Donc, d'un côté, il dit qu'il va la poursuivre, et de l'autre, il dit qu'elle est finie. Ce qui est clair, bien sûr, c'est qu'il continue la guerre. Alors, que va-t-il faire maintenant? À Téhéran, on part du principe qu'il va y avoir une offensive militaire, qu'il va lancer de grandes frappes contre l'Iran avec le régime israélien en utilisant le territoire des mêmes 5 pays qui avaient aidé les États-Unis la première fois. Est-ce que ça va réussir? Non. Est-ce que ça va faire du mal à l'Iran? Oui, sans aucun doute. Mais ça va aussi faire du mal au reste du monde. Ce que fait Trump, c'est qu'il détruit l'économie mondiale. Il est vraiment en train de la démolir. Mais on ne le voit pas encore, parce que pour l'instant, dans la plupart des pays, les gens ne perçoivent surtout que l'inflation. Beaucoup de gens pensent que cette guerre, c'est juste une question d'inflation. Mais en réalité, si ça continue encore quelques semaines, toutes les chaînes d'approvisionnement vont être touchées. L'industrie sera gravement affectée et une récession deviendra inévitable. Et si ça dure trop longtemps, on ira tout droit vers une dépression. Les Iraniens, eux, vont rester fermes. Ils savent que Trump n'a pas la capacité de détruire le pays. Qu'il veuille le détruire, c'est une autre question, c'est subjectif. Le but même de cette guerre, c'est de détruire l'Iran. Ça n'a jamais été une histoire de programme nucléaire, comme l'a dit Joe Kent, qui était à la tête de la lutte antiterroriste et qui avait été nommé par Trump. Et avant lui, des responsables du renseignement américain, ainsi que Tulsi Gabbard, ont déclaré sous serment que l'Iran ne fabrique pas d'armes nucléaires. Ils le savent. Ce n'a jamais été le vrai sujet. Le vrai sujet, c'est d'exécuter ce que veut Netanyahou, parce qu'au fond, c'est lui qui tient les rênes. Pas forcément parce que Netanyahou, en tant que personne, serait si important, mais parce que le lobby sioniste est derrière lui. Et donc, les financeurs de Trump le soutiennent aussi. Et peut-être, je n'en sais rien bien sûr, mais peut-être qu'ils ont quelque chose contre lui, des dossiers comme ceux d'Epstein, des photos ou d'autres choses.
Mais pour une raison ou une autre, ou pour une combinaison de raisons, les États-Unis poursuivent les intérêts israéliens. Et du coup, c'est son propre pays qu'il est en train de ruiner. Trump détruit l'économie américaine au profit du régime israélien. Donc, il ne s'agit pas d'armes nucléaires. Il n'a jamais été question d'armes nucléaires. Et c'est justement pour ça que pour les Iraniens, c'est devenu une question de survie. Et quand on se bat pour sa survie, on devient forcément plus résilient, plus résistant. D'une manière générale, les Iraniens et les peuples de l'axe de la résistance sont des gens profondément résilients et résistants. Leur civilisation, leur idéologie religieuse les rend exceptionnellement endurants. C'est pour ça que, contre toute attente, l'Iran a remporté la guerre de 39 jours. Partout dans le monde, des amis à moi n'auraient jamais cru que l'Iran serait capable de vaincre les États-Unis de cette manière. Les forces combinées des États-Unis et de leurs alliés, le régime israélien, leurs relais régionaux qui ont financé et soutenu la guerre, et bien sûr l'Occident collectif qui a tout fait pour affaiblir l'Iran. Mais les Iraniens ont fait preuve d'une incroyable résilience. Je pense qu'il est assez clair que, malgré toutes les difficultés qui vont s'aggraver à cause du blocus, la crise économique mondiale finira par frapper les États-Unis, un pays dont la population ne soutient pas cette guerre. Au final, je pense que l'Iran sortira vainqueur. C'est très intéressant de voir qu'il y a, ici aux États-Unis, des discussions dans le milieu universitaire, mais aussi parmi les gens qui s'intéressent aux relations internationales. Ils se demandent si la guerre asymétrique que l'Iran a su perfectionner avec autant d'efficacité pourrait servir de modèle à la Russie et à la Chine contre les États-Unis à l'avenir. Ce qui est sûr, c'est que l'Iran a une véritable leçon de l'école moderne. On peut donc dire que l'Iran, comme d'autres États ou d'autres pays, tire clairement des leçons de plusieurs facteurs, notamment du facteur économique, que l'Iran a su mobiliser dans cette guerre pour en tirer parti en infligeant des dommages économiques aux États-Unis, mais surtout, bien sûr, à l'échelle mondiale, afin de rendre le coût de la guerre insupportable. Mais passons maintenant au blocus de l'Iran. L'administration Trump parie désormais sur une véritable asphyxie économique pour mettre l'Iran à genoux. Trump impose un blocus du Golfe Persique, après que la campagne militaire américaine a manifestement échoué à forcer l'Iran à capituler. Puisque vous êtes en Iran, expliquez-nous concrètement quels effets ce blocus a eu à la fois sur le cadre de décision politique du gouvernement iranien et sur la vie quotidienne des Iraniens ordinaires. Évidemment, la guerre et le siège ont un impact. Les Américains et le régime israélien ont bombardé de nombreuses usines. Ils ont frappé des usines pharmaceutiques, les détruisant complètement. Ils ont bombardé l'industrie sidérurgique iranienne. Ils ont visé des installations pétrochimiques. En fait, ils ont ciblé des biens qui sont directement liés à la vie des gens ordinaires. Ils ont bombardé des hôpitaux privés, des hôpitaux publics. Ils ont détruit des milliers de maisons lors des frappes aériennes. Ils ont visé d'immenses immeubles d'habitation, les ont réduits en ruines, tuant de nombreuses personnes à l'intérieur et forçant les habitants à quitter leur propre foyer, des foyers qu'ils avaient mis tant d'années à construire, à acheter, à faire leur. Les dégâts sont considérables. Et puis d'un autre côté, Trump essaie d'étrangler les Iraniens ordinaires. Il a volé un navire. Il admet lui-même que ce sont des pirates, que les forces américaines sont des pirates, mais ils ont volé un navire qui transportait des fournitures médicales essentielles pour les Iraniens, et il les a prises. Du coup, les hôpitaux rencontrent des difficultés. Ça va provoquer de l'inflation. D'ailleurs, ça en a déjà provoqué.
Des gens vont perdre leur emploi. Les choses vont devenir encore plus compliquées. Et bien sûr, c'est exactement le but recherché. Mais au final, le gouvernement et la population savent très bien que l'Iran ne peut pas chercher à apaiser les États-Unis. C'est tout simplement impossible, parce que Trump est impitoyable. C'est un psychopathe. Et il utilisera toute concession de l'Iran ou tout signe d'apaisement pour exercer encore plus de pression sur le pays. Donc, je pense qu'il est clair que les Iraniens vont continuer à résister. Et on le voit à travers le plan en 14 points que vous avez mentionné. Les Iraniens disent aux Américains, « Vous devez nous respecter. Vous devez respecter notre pays et vous devez respecter notre souveraineté. Et nous exigeons des réparations. Vous avez massacré nos enfants. Vous avez massacré d'un seul coup 168 petits écoliers dans une école primaire, avec au moins une vingtaine d'enseignants. » Je crois que j'ai besoin d'y réfléchir un peu plus. Je ne suis pas tout à fait sûre. Et vous savez, la liste est longue. Nous allons vers des temps de plus en plus difficiles pour tout le monde. Chaque jour qui passe, l'économie mondiale se dégrade un peu plus, se rapproche d'une situation de crise, et l'économie iranienne devient de plus en plus dure pour les gens ordinaires. Mais encore une fois, c'est une guerre choisie par les États-Unis. Ils le font pour Netanyahou et pour le lobby sioniste. Pour l'Iran, en revanche, c'est une lutte pour la survie, parce qu'il est clair que le régime israélien, comme le régime américain, veulent la destruction du pays. Le plan de Trump, bien sûr, c'était de réduire à zéro ou presque les revenus d'exportation de l'Iran en quelques jours. Et son administration, d'après ce que j'ai lu, s'attendait à provoquer des pertes d'environ 500 millions de dollars par jour. Donc, évidemment, une fois les exportations stoppées, la capacité de stockage de l'Iran aurait été saturée en quelques semaines, ce qui aurait bien sûr obligé le pays à fermer ses puits de pétrole. D'après ce que je comprends, c'était un peu la logique derrière ce blocus. Et aujourd'hui, on voit bien que ce plan semble lui aussi être un nouvel échec. Les prix du pétrole sont plus élevés qu'ils ne l'étaient pendant la phase la plus intense de la guerre. Et concernant les exportations de pétrole iranien, est-ce que l'Iran dispose de routes de transport alternatives, en dehors du détroit d'Ormuz, qu'il pourrait utiliser? Et parlez-nous un peu des exportations de pétrole sous le blocus. Évidemment, le blocus complique les choses de façon considérable. Mais encore une fois, ça fonctionne dans les deux sens. Quand on impose un blocus, on aggrave la crise mondiale, parce qu'il y a encore moins de navires qui circulent maintenant qu'à l'époque de la guerre ouverte. Du coup, le rythme auquel le monde s'approche de la crise s'est accéléré. L'Iran, lui, peut exporter son pétrole par ses voisins. Et il en a beaucoup. C'est un grand pays. En plus des pays du Golfe Persique, il y a l'Afghanistan, le Pakistan et le Turkménistan, qui relient l'Iran à l'Asie centrale et à la Chine. Il y a aussi la mer Caspienne, qui relie l'Iran à la Russie et au Kazakhstan. Et bien sûr, il y a l'Azerbaïdjan, l'Arménie, l'Irak et la Turquie. Donc, l'Iran peut exporter et importer, et il le faisait déjà avant. Mais malgré tout, ça ne va pas compenser le blocus, le siège que les États-Unis ont imposé. Donc oui, ça va être un vrai défi. Mais il y a plusieurs choses qu'il faut garder à l'esprit. D'abord, les États-Unis ne peuvent pas endommager les puits de pétrole iraniens aussi facilement, parce que pour commencer, l'Iran vit sous ce siège depuis des décennies. Les sanctions de pression maximale contre l'Iran, que Trump a relancées pendant sa première présidence, ont pratiquement stoppé les exportations de pétrole iranien pendant quelques années. Je ne connais pas la durée exacte, il faudrait que je vérifie, mais c'était bien quelques années.
L'Iran n'exportait qu'environ 100 à 200 000 barils par jour. Et en plus, ce pétrole n'était pas payé. Il ne recevait pas d'argent pour ça. C'était du pétrole qu'il devait à la Chine, en échange de projets réalisés en Iran. Donc oui, l'Iran exportait un peu de pétrole, mais sans en tirer de revenus. Pendant cette période, le pays a vécu sans véritables exportations de pétrole. C'était difficile, bien sûr, mais il a tenu bon. Et surtout, l'Iran a appris à gérer ses propres puits. Quand les sanctions se durcissent, ils doivent parfois réduire la production, puis la relancer ensuite. Et il faut rappeler que la majorité du pétrole iranien est consommé sur place. L'Iran sait donc comment gérer ces différents puits pour atténuer la pression. Les vrais dégâts, eux, touchent les pays de l'autre côté du Golfe Persique, ceux qui ont dû arrêter leur production pour la toute première fois parce qu'ils n'avaient jamais été soumis à des sanctions. Rappelez-vous, tout ça tourne autour de la Palestine. La raison pour laquelle l'Iran est puni depuis 47 ans, c'est parce que l'Iran s'oppose au nettoyage ethnique, à la colonisation, au génocide, au viol et au pillage. Voilà le péché de l'Iran. Et bien sûr, le fait d'être indépendant. Sinon, aucun autre pays de la région n'est sanctionné. La Turquie ne l'est pas, le Qatar ne l'est pas, l'Arabie saoudite ne l'est pas, les Émirats ne le sont pas, et l'Égypte ou la Jordanie, aucun d'eux n'est sanctionné. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans le camp américain. Parce qu'ils ne feront rien qui puisse nuire aux intérêts du régime israélien. Ils ne feront rien non plus pour vraiment soutenir le peuple palestinien. L'Iran, lui, fait face à des difficultés depuis des décennies, 47 ans. Quand Trump parle de ces 47 années, de ce péché iranien vieux de 47 ans, il fait référence au fait que l'Iran s'oppose à ce que les Américains et l'ambassadeur des États-Unis auprès du régime israélien considèrent comme acceptable que les Israéliens s'emparent de toute la région. C'est cela que l'Iran conteste. Et il s'oppose aussi au nettoyage ethnique du peuple palestinien. Donc, dans une large mesure, l'Iran est habitué à ce genre de situation à cause de son expérience passée. Mais il ne fait aucun doute que cette fois, le défi est bien plus grand parce que les États-Unis sont directement en guerre avec l'Iran. Et peut-être une dernière question pour aujourd'hui. Parlons un instant de la possibilité d'une nouvelle guerre, d'une nouvelle escalade dans la région. Si cela devait vraiment arriver, et que la voie diplomatique échoue encore une fois, on a l'impression que les États-Unis ont déjà montré tout ce qu'ils pouvaient faire en matière de bombardement et d'escalade, en frappant encore plus fort, en infligeant des dégâts à l'infrastructure iranienne, rendant la situation extrêmement douloureuse pour les Iraniens, pour les gens ordinaires. Et en retour, on voit bien que l'Iran a montré une grande capacité à supporter la douleur, parce que pour lui, c'est une bataille existentielle. Alors, à quoi ressemblerait cette nouvelle phase d'escalade, sachant que la première a déjà été très intense? On a vu des campagnes de bombardement massifs menées par Israël et les États-Unis. Selon vous, qu'est-ce que cette deuxième phase pourrait accomplir que la première n'a pas réussi à faire? Ils vont continuer à massacrer des gens. Ils vont continuer à massacrer des familles. Même quand ils assassinent quelqu'un, ils attendent qu'il rentre chez lui, puis bombardent l'immeuble et tuent tous les voisins, les enfants aussi. C'est vraiment incroyable, ce à quoi nous faisons face. Mais en tout cas, si Trump, d'après ce qu'il dit, veut exterminer le peuple iranien et mettre fin à la civilisation, il ira sans doute de plus en plus viser les infrastructures critiques, encore plus qu'avant, comme l'électricité, les centrales, les ponts, et ainsi de suite, ce qu'il a déjà mentionné, ce qu'il a répété plusieurs fois. Je veux dire, après tout, si vous voulez anéantir l'Iran, ce qu'il a répété à plusieurs reprises, si vous voulez renvoyer l'Iran à l'âge de pierre, comme il l'a dit, et si vous voulez effacer toute une civilisation,
Eh bien, c'est le genre de choses que vous essayez de faire. Mais dans ce cas, l'Iran devra riposter. Et il le fera, contre le régime israélien, mais aussi contre ses forces par procuration dans le Golfe Persique, ce qui sera très difficile pour les États-Unis, pour deux raisons. Le régime israélien, bien sûr, subira sa punition. Mais ces régimes-là, en plein été, sans électricité, la vie n'y est tout simplement pas possible. Tout le monde devra partir. Ils devront aller à Oman ou en Irak ou ailleurs. Et les soldats américains stationnés dans ces pays auront eux aussi beaucoup de mal à faire face à la situation. C'est un peu comme en Russie, où l'hiver a toujours aidé les Russes pendant les guerres. Là, la chaleur de l'été jouera en faveur de l'Iran. Mais je crois que le plus important, c'est que chaque jour qui passe, la crise économique mondiale continue de s'aggraver. Et si les États-Unis relancent et intensifient la guerre militaire, alors, à mon avis, encore plus d'infrastructures pétrolières et gazières seront détruites. On pourrait alors se retrouver dans une situation où il n'y aurait plus du tout de pétrole ni de gaz venant du Golfe Persique pendant des années. Et ça, ce serait une dépression économique très très longue. Quelque chose dont je pense aucun de nous ne mesure vraiment les conséquences. Ce serait tellement grave que je préfère ne pas trop y penser. Absolument. Et bien sûr, nous avons découvert des pénuries d'engrais qui entraînent l'insécurité alimentaire et la famine. Et ça, évidemment, c'est vraiment le pire scénario possible à l'échelle mondiale. Professeur Morandi, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Prenez soin de vous. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous et j'ai hâte de vous retrouver très bientôt dans l'émission. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'était un vrai honneur d'être dans votre émission.